Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Bien le bonjour à vous, bon réveil à toutes et à tous. Nous sommes le mardi 16 février, comme chaque matin. Eh bien, le bonjour d'Algérie débarque chez vous jusqu'à 10h avec toute l'équipe de la matinale qui vous a concocté un joli programme pour ce matin. Tout d'abord, eh bien, Djawdet Gassouma nous fera découvrir aujourd'hui non pas un mais deux livres. Tayr al-Lil de Amara al-Rouss, une intrigue policière qui nous plonge dans les premières années de l'indépendance, ainsi qu'un recueil historique. Un automne à Miliana de l'écrivain Rachid Azienne, immersion garantie ce matin, ça je vous le promets. Il sera également question d'environnement avec Rahim Abdelaziz qui nous fera découvrir cette fois un site naturel du côté de Borj Bouarerij. Bouarerij, vous le savez, une région qui foisonne de sites naturels mais aussi de sites historiques par la même occasion. Une région, donc Rahim y est allé et est revenu avec pas mal d'images, un reportage aussi que nous allons découvrir ensemble. La Caisse nationale d'assurance chômage se modernise à travers la numérisation de ses services et notre première invitée, Fla Belhassen, directrice de la communication à la CNEC, nous dira à quel point cette dématérialisation des procédures a changé la vie des porteurs de projets. Vous en saurez bien plus tout à l'heure évidemment. Apprendre ses cours par cœur, est-ce vraiment nécessaire pour l'acquisition de ses connaissances? Felabraz viendra répondre à cette question dans sa rubrique pédagogie. Le meilleur pour la fin, le Chabi sera à l'honneur ce matin avec deux artistes issus de cette nouvelle génération qui porte ce style musical du traditionnel algérois. Vous en aurez dans votre matinale. Tout cela et bien d'autres surprises qui vous seront gracieusement présentés dans le Bonjour d'Algérie. Avant le développement de toutes ces thématiques, bien évidemment, votre premier journal météo de la journée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Les nouvelles du temps avec vous, Amel Aribi. Bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va? Ça va, merci. Vous êtes en forme, hein? Oui, comme d'hab. C'est à vous. Merci Nour. Bonjour à tous et bon réveil. Et bien toujours un temps venteux sur les régions du sud et sous vigilance orange. Les wilayas sont bien sûr Tamanrasset, Tindouf, Adrar également, Gardaya où les vents souffleront assez fort, parfois les 80 km/h durant cette journée sur ces régions. Donc la visibilité sera très réduite avec deux fréquences sous le de sable. Donc pour aujourd'hui, on aura un ciel dégagé sur pratiquement l'ensemble des régions nord, à l'ouest, le centre, également l'est du pays, avec toutefois formation de verglas sur les Aurès et les hauts plateaux de l'est. Donc soyez très prudents. À la chaussée sera plutôt glissante. La moitié sud, rien à signaler. Et bien le soleil sera bel et bien présent tout au long de la journée, avec des sillons de sable vers le sud-ouest, le Sahara central, tout au long des frontières algéro-maliennes et la région de Tamanrasset. Les températures, l'après-midi, Météo Algérie a prévu un minimum de 13 degrés du côté de Batna, également Al Bayad, 15 Constantine, 14 à Djelfa, 17 à Naba, également Tizi Ouzou, Tiaret, 20 degrés à Alger, 21 à Oran, 22 à Tlemcen. Au sud, 15 degrés seulement à Biskra, à Gardaya, 18 à Béchar, 22 Tamanrasset Janet, 16 à Ilizi, 21 degrés à Insalah, 22 Tindouf, Adra, et enfin le maximum toujours à Borj Bidjimortar et Ingzam avec 31 degrés. La mer aujourd'hui, elle se montrera plutôt peu agitée sur pratiquement l'ensemble des régions côtières. Les vents souffleront entre 10 et 20 km/h sur les côtes centre et est et entre 20 et 30 km/h sur les côtes ouest de secteur nord-est. Et cette fois-ci, on va faire un petit tour du côté de la partie nord de l'Afrique où le ciel restera passagèrement nuageux. À Tripoli, plutôt couvert. À Laayoune occupé, Nouakchott, Le Caire, un ciel dégagé à Niamey, N'Djamena, Khartoum, également Rabat et Tripoli. Le mercure, quant à lui, affichera 16 degrés au Caire, 14 à Tripoli, 15 degrés du côté de Tunis, 19 à Rabat, 31 degrés à Nouakchott, 35 à N'Djamena et enfin le maximum cette fois-ci à Niamey avec 39 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée.
La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Très bonne matinée à vous ici. Merci, Merci à vous. C'est gentil. Rendez-vous à la mi-journée après le Exactement. journal de midi. Merci beaucoup. C'est en musique que nous entendons cette matinale du flamenco avec Petit Mort et Juan Carmano. Tout de suite. Et on revient sur le plateau du Bonjour d'Algérie, première rubrique littéraire avec vous. Diawdet Gessouma, bonjour. Oui, c'est vous. Livre, ça suffit. C'est mieux. Comment ça va? Ça va. Fraîchement, froidement. Ah, froidement, oui. 9 degrés ce matin. Ça va se réchauffer à la mi-journée, je vous rassure. Espérons, avec le soleil. On Annoncé l'espère. par la météo d'ailleurs, donc normalement c'est bon. Non, c'est bon, Oui. c'est bon signe. Alors, ce matin, eh bien, vous êtes venu nous parler du livre Taïr Lil Oui. de Amara Une bonne El-Khous. transition avec, Oui. avec le marhoum Amr Zahi. Franchement. Ou le Taïr, je crois. C'était Oui. bien, pas mal, bien. Yazid a fait Bien exprès. joué. Oui. Ah, c'est un Paru beau donc. cadeau de la régie. Donc, Taïr Lil par aux éditions Hebr, une intrigue policière qui nous plonge dans les premières années de l'indépendance. On a un meurtre, une enquête, un polar. Un polar super bien fait par Amar El-Khous, qui revient à ses premières amours, qui sont la langue arabe et ses variantes. Donc là, il vient avec un roman créé un peu en novlangue. Il fait derja avec de l'arabe littéral, enfin classique. Et c'est assez bien. Donc Amar El-Khous est un être hybride dans la littérature algérienne. C'est un cas atypique, mais qui nous rappelle quand même toutes les préoccupations de la langue, entre la langue française et la langue arabe, où il y a eu tout un ensemble de débats, à la limite un débat qui a été politisé pendant de nombreuses années. Et donc Amar El-Khous, comme Malek Haddad, Boudjedra, Ahlam Oustrani aussi, qui travaille beaucoup aussi en français, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il y a Assia Djbar qui s'est beaucoup posé de questionnements sur la langue arabe qu'elle voulait maîtriser plus que le français pour des questions autant familiales qu'historiques. Il y a tous ces questionnements, donc on a Amar El-Khous qui est un personnage né en 1970, il est journaliste, anthropologue, traducteur, interprète, historien. Donc il va commencer à écrire en arabe, ensuite il va commencer à écrire en italien, tout simplement. Il a résidé en Italie. Il a résidé en Italie, donc il va écrire Choc des civilisations pour un ascenseur Piazza Vittorio. Il va écrire aussi Divorce à la musulmane à Viale Marconi. Il va aussi écrire Querelle pour un petit cochon italianissime à San Salvario. L'affaire de la pucelle de la rue Ormea. Et enfin Taïr Lil. Donc les 4 premiers romans sont dans le même procédé narratif. Il va inscrire une intrigue dans un quartier. Donc au début, c'est Plaza Vittorio Emanuele, c'est
Lui, c'est Plaza Vittorio, mais c'est Plaza Vittorio Emanuele. Et il va inscrire une intrigue là dans le milieu de l'immigration. Ça va être le Petit Caire, donc avec plein de personnages colorés. Il va évoquer les services un peu secrets italiens qui surveillent un peu tous les migrants, tous ceux qui sont immigrés, toutes ces choses-là, avec une paranoïa ultime sur l'islamisme, toutes ces choses-là. Ensuite, divorce à la musulmane aussi. Il va inscrire une autre intrigue dans une autre ville, dans un autre quartier, et avec toute une galerie de personnages. Donc, Ammar al-Khous en très bon narrateur, chirurgien un peu de ce qui se passe, observateur, très fin observateur de la société, va parler de ses rapports communautaires et aussi de ses rapports avec cette Europe qui se veut européen-centriste et qui croit qu'elle est supérieure à tout. Et donc il va un peu inscrire tous ces des petites querelles qui deviennent vraiment des affaires d'État au milieu de ces communautés. Et donc, il va se poser pour lui la question de la langue, la problématique de la langue, et il va maîtriser l'italien, écrire, et d'ailleurs, il aura beaucoup de prix à ce niveau-là, parce qu'il est reconnu comme étant un très bon écrivain italien, en italien. Donc, c'est super. Bon, de toute façon, ces romans sont traduits en 8 langues. Ah, donc, oui, il est quand même traduit en 8 langues. Et là, avec Tayr el-Layl, il nous revient, il fait L'Oiseau de nuit. Il revient, donc en 2019, le livre est sorti en 2020. Il revient avec une superbe intrigue inscrite à Oran. Et il revient à ses premiers amours, c'est-à-dire l'écriture en arabe. Donc on a vraiment une écriture savoureuse, formidable par sa capacité de nous inscrire même, c'est-à-dire quand il décrit des odeurs très fortes, il s'agit d'un cadavre trouvé la veille de l'indépendance, la veille de la journée de l'indépendance, et à partir de cette intrigue d'un officier des services algériens, et il y a d'ailleurs le meurtre d'un des officiers, le Malg, qui va, donc à travers cet officier cet ancien officier du Malg, on va avoir une intrigue qui va nous mener 60 ans en arrière. Et pourtant, le roman a réussi l'exercice difficile de se situer en une seule journée. Pourtant, on a 60... Il y a un événement marquant. Il y a un événement marquant, c'est la mort de cet officier du Malg. Le Malg, vous savez, aujourd'hui, dans la littérature algérienne, est un peu notre aspect fantasmatique. Oui. On rêve, les services secrets, le Malg, tout ça. Donc, on va voir ça dans beaucoup de jeunes romans algériens, notamment Adlène Mehdi avec son 1994, qui va évoquer un peu tous ces services et tout. C'est très glamour, un peu, les services secrets. Ça crée aussi beaucoup de suspense. Voilà, du suspense. Et donc, Ammar al-Khous va émettre des hypothèses sur ce meurtre en question, et il va aussi faire un passage en revue très littéraire, hein, vraiment dans la perfection absolue de l'écriture. C'est vraiment un écrivain pertinent, très fort dans même les descriptions. Je vous jure, quand il décrit par exemple des horreurs, l'odeur d'Amsklil opposée à l'odeur du cadavre, avec de l'urine, du sang, tout ça, vous le sentez vraiment, tellement il a un sens de l'évocation. Mais en même temps, ce roman Tayr el-Layl, paru chez Hibr, est aussi un passage, si vous voulez. On revient sur les 60 dernières années, et il va essayer, lui, de poser des hypothèses, on va essayer de comprendre beaucoup de choses, les règlements de compte, la mafia politico-financière, toute un peu la corruption, toutes ces choses-là vont faire une sorte de tissage narratif et littéraire d'excellente qualité. Donc vraiment, je le suggère vivement. C'est vraiment un livre savoureux à lire, et on est vraiment dépaysé dans ce monde un peu parallèle, interlope, qui existe dans tout de la politique, toutes ces choses-là. Totalement. Alors, voilà. Vous dites que ça se passe du côté d'Oran. Pourquoi Oran, sachant que Oran, il est tombé algérois. en amour. Oui, c'est un fils du Sendé. Qui est allé faire un travail à Oran et qui est tombé en amour par la force justement tragique de cet Oran, qui est vraiment un théâtre de
tous les fantasmes, un théâtre de tout. Et lui, il était, c'est-à-dire c'était une opposition. Il y a quelques années, il était allé pour un travail, il est resté assez longtemps là-bas. Et Oran est le personnage principal de Terli. C'est comme il fait d'habitude quand il va en Italie ou ailleurs. Et là, notamment, il est installé à New York depuis 2014. Il est marié à une Américaine. Et donc, il est installé à New York. Sa vision des choses a changé, elle a évolué. Mais il est revenu, c'est une nostalgie très grande. Il le dit lui-même dans des rencontres aussi là et à Oran, où Oran a été quand même quelque chose de fondateur marquant dans sa vie. Marquant dans sa vie. Et donc là, je pense que ce roman est un hommage vraiment à la ville d'Oran. Dans toute ça, comme on dit, Blarabia, comme le disait Allah yarhamou, Azdin Moujoubi, Hadi Blad, Nahbouha Bhdidha Usdidha. C'est-à-dire avec sa fer et sa rouille. Oran, justement, constitue le théâtre un peu de cette nouvelle tragédie. Finalement, c'est une tragédie qu'il décline à travers plusieurs événements dans Terli. Donc voilà, c'est le personnage principal. Oui, on parlait, bon, c'est un polar, oui, mais... C'est un polar, mais je pense que c'est beaucoup plus qu'un polar. C'est vraiment parce que Ammar al-Khous appartient à une littérature assez majestueuse quand même. Et donc c'est un polar dans le style, mais dans la narration, dans la manière comme on dit, c'est-à-dire la manière de vous installer une intrigue et tout, c'est beaucoup plus qu'un polar. C'est un polar qui va très loin. Dans plusieurs interviews, l'auteur dit qu'il n'est pas d'accord avec le fait d'appeler ça un polar, il dit que c'est un roman noir. Je suis d'accord avec lui. C'est un roman noir plutôt, voilà. Il appartient au monde du roman noir plus que le polar. C'est pas du James Hadley Chase ou des choses, ou juste une petite intrigue qui est posée comme ça. C'est pas un roman de gare. C'est réellement un roman qui pose des bases littéraires et même politiques, des questionnements d'un homme de son âge, de sa génération, qui a vécu le pire et le meilleur. Je partage un peu avec lui cette vision, parce que j'étais avec lui au Féliv, on était avec un écrivain qui s'appelait Jonathan Ames, de Brooklyn, donc il y a on parlait d'écriture et de cinéma. Donc d'écriture à la limite cinématographique, puisqu'on était tous les trois comme par hasard scénaristes. Et enfin, c'était pas un hasard parce que c'était fait pour ça, mais Ammar al-Khous a cette capacité de décrire des scènes d'une manière au scalpel. Et il est féru de cinéma italien, de néoréalisme et tout. Donc il vous installe toujours une notion réaliste avec un humour noir décapant. Et c'est ça qui fait un peu que tout cet assortiment, il est anthropologue, interprète, il connaît les mots, journaliste, donc il observe, il décrit, il analyse, mais il vous inscrit ça dans des critères littéraires qui sont vraiment de la grande littérature. Donc ces œuvres ont été d'ailleurs traduites en plusieurs langues. Est-ce que ça a été adapté au cinéma? Il y a eu une adaptation au cinéma, on n'a pas encore vu, c'est en Italie. Oui. Donc il y a eu une adaptation effectivement d'une de ces œuvres, c'est la première je pense, où c'est situé justement à la place San Vittorio. Et oui, il y a eu une adaptation au cinéma, mais la diffusion, on espère la voir un jour. Bientôt, on l'espère. Alors avant de passer à votre deuxième ouvrage, j'ai juste une question, est-ce que le fait qu'il s'agisse d'une partie de l'histoire de notre Algérie, hein, surtout du côté d'Oran, est dû au fait que notre auteur soit un historien? Non, pas spécialement. C'est un écrivain qui sait observer les choses, c'est tout. Donc il a émis, bien sûr, vous savez que la tragédie ou une partie de la tragédie nationale inspire aujourd'hui. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du mal, de toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Donc lui, il émet des hypothèses sur toutes ces choses qui ne sont pas dites. C'est plutôt ça. C'est un écrivain qui s'intéresse à la chose plus qu'un historien. Il n'est pas... C'est un littéraire, lui, c'est pas... Un vrai littéraire, tout comme vous, hein, qui vous y intéressez. Ouais. Alors, du roman noir, eh bien, on passe au recueil historique, si vous le permettez. Oui, on va d'Oran, on va se diriger vers Miliana. On revient un peu sur les débuts des plaines, enfin, sur le mont Zakar. Et on a un petit ouvrage paru aux éditions Hadara qui s'appelle Un automne à Miliana, ou le roman témoignage d'une tragédie. Alors, il paraît comme ça très trivial,
très Épuré, c'est... oui. épuré, c'est 140 pages maximum. Et après, on commence à le parcourir et c'est écrit très simplement, sobrement par Rachid Ziane. Et c'est un écrivain qui met sa plume au service d'un événement qui s'est passé en octobre 1968. Le 31 octobre, on s'apprêtait à fêter le 1er novembre. Et on a 3 jours de congé et tout le monde est content. Il y a des groupes qui répètent. Il y a la troupe d'ailleurs de Mohamed Touahri qui répète une pièce de théâtre sur Mandela. Il y a un groupe qui s'appelle le Cherry Bond, ça s'invente Cherry's Bond, ça s'invente pas, Cherry c'est cerise, donc Miliana c'était la capitale de la cerise. Il y a plein de gens comme ça, il y a aussi la jolie Yasmina qui est une lycéenne qui est amoureuse de Farid, il y a Khalef, il y a Amir, il y a plein de personnages. Et donc lui, il va nous décrire, de Rachid Ziane, l'auteur va nous décrire ces personnages au début. Il va nous mettre à la place de ces... il va nous mettre en empathie avec ces personnages. On va les découvrir au fur et à mesure. Les amourettes, les groupes qui répètent, Miliana, le sport, le foot, le SCM Miliana, toutes ces choses-là. Tiki, le jeune Tiki Ganit qui est orphelin, mais qui est plein d'entrain, qui va orphelin parce que son père est shahid. Toutes ces choses-là. Et après, le drame absolu. Un incendie sur les collines du Zaka. Une histoire réelle, il faut le dire, c'est une histoire réelle. C'est l'histoire d'une tragédie, voilà. Résumée vraiment à son principal, mais poignant, mais une histoire vraiment poignante. Je l'ai lu d'une seule traite, ça m'a vraiment touché, parce qu'il parle d'un drame absurde, vraiment d'une erreur fondamentale des autorités de l'époque, qui ont envoyé au casse-pipe des gens sans moyens. Ils ont envoyé, ils sont allés avec des camions, ils ont pris tous les jeunes qui sortaient du théâtre, qui se baladaient. Et donc, ils les ont pris, ils les ont mis dans un camion, ils les ont emmenés à la montagne, ils sont tous morts. Il y a eu à peu près 22 ou 23 morts. Il y a eu 22 morts et plusieurs disparus. Et plusieurs disparus, donc volontairement. Et donc, ça a créé quasiment des émeutes sur Miliana. Pardon. Et donc ça, c'est vraiment un drame absolu que l'auteur nous racontait. Et on ne connaît pas ce drame. À travers ce roman, lui, il a voulu rendre hommage un peu à toutes ces personnes, à toutes ces destinées qui ont été stoppées net un jour à cause de l'absurdité d'autorité. Même les pompiers de l'époque, les responsables des pompiers au ont fait des... C'est-à-dire qu'ils n'ont donné aucun moyen de lutter contre le feu. Il y a eu un vent terrible et ce vent a, si vous voulez, encerclé ces jeunes. La majorité étaient jeunes et donc ils sont morts, ils sont enterrés cimetière Sidi Ibrahim. Et on peut juste aller, comme il dit, lui, mettre des fleurs sur ces martyrs un peu du feu. Et donc c'est un récit vraiment poignant, terrible, où il parle, je nous présente ces personnages, ensuite il présente l'événement et ensuite il revient sur un hommage. Que seraient devenus ces gens-là s'ils étaient restés, pas morts, voilà, s'ils n'étaient pas morts comme ça d'une manière. Donc, en quelque sorte, il fiche des scènes réelles de ce drame à travers son récit pour qu'on ne les oublie jamais. Voilà, parce qu'il n'y a jamais eu d'hommage, il n'y a jamais eu d'événement. Ils auraient voulu qu'il y ait une stèle à Miliana qui évoque ces gens-là en 1968, le 31 octobre 1968. La nuit, un soir. La nuit, très tard, après minuit. Et donc... lui, c'est une sorte de stèle, une sorte de monument modeste, aussi modeste soit-il, il le dit lui-même, qu'il a dédié à ces gens-là. En tout cas, il parle de sa vie de Miliana. Oui, la ville est décrite, oui, c'est son histoire, assez condensé, mais assez efficace. Parce que la ville est décrite, c'est beau, c'est pas chauvin, et il n'y a pas de pathos, justement. Il y a juste du sentiment, voilà, juste la mélancolie qui vous rend triste devant un événement absurde, devant des gens qui sont morts à la fleur de l'âge, des histoires qui ont été coupées net, un peu comme cette... vraiment savoureuse histoire de Yasmina qui était amoureuse de Farid et qui devait lui demander sa main le lundi prochain et ça s'est arrêté. Les deux sont morts. Comme ça.
Non, la fille est allée pleurer sur la tombe de son fiancé. Et mais oui, l'histoire est dans Et le livre. poignante. Voilà. Voilà, c'est le Voilà. livre de votre chevet que notre Voilà. Donc on va se Diabète vous diriger, conseille. oui, on va se diriger maintenant vers les douzième rencontres euro-maghrébines C'est l'événement. des écrivains. Et donc ça commence aujourd'hui, donc le 16 février, ça se termine le 16 mars, c'est-à-dire durant un mois. On aura des binômes qui vont intervenir, des écrivains algéro-européens, enfin algériens et européens, qui vont intervenir en binôme sur sur le thème La vie de demain. Donc la vie de demain, durant un mois, les écrivains en présence sont pour l'Algérie Souad Labiz, Lamis Saidi, Akram El-Kibir. Avec en face donc Claudia Faussi de Malte, Alexandra Fagioli d'Italie et Nathalie Skowronek de Belgique, qui a obtenu d'ailleurs le prix de littérature 2020 de l'Union européenne. Donc les 12e rencontres seront diffusées sur Facebook et Instagram donc, de la délégation européenne. Hein. Donc c'est hashtag littérature et hashtag principal-8 culture. Donc c'est Voilà. à partir d'aujourd'hui Du jusqu'à 16 février au 16 mars. Un C'est bon un mois. mois durant un bon mois dans lequel vous pourrez vous régaler sur les deux rives de la Méditerranée à travers. Évidemment, c'est virtuel. L'événement est virtuel, il est réalisé en compagnie de l'opérateur culturel Vivarium, qui est vraiment un opérateur insolite et qui fait beaucoup de choses vraiment sympas. Donc, je pense que les amateurs de littérature vont Se régaler. se régaler. Connaissez l'histoire du chat, tiens, pour parler. Il y a plusieurs histoires du chat. Du chat. Vous Bah, il y en en a racontez une il y en a centaine. un qui a fait l'objet de notre image du jour. Ah. Je pense que voilà, donc avenue Misti, en plein centre d'Alger, un chat qui se sent rassuré parmi les livres. Et C'est pas commun hein, de voir voilà, ça. c'est pas commun. Même À les défaut de chats- voir un homme ou un humain, c'est Voilà. un chat qu'on voit. Même les chats se trouvent rassurés parmi les livres. C'est vous donc, qui l'avez sélectionné, j'ai des doutes. C'est vous, Yazid. On est complices de toute façon. Tout ce qui D'accord. concerne les livres nous concerne de près. Donc, Très voilà. bien, merci David Gessouma de nous Merci avoir à vous. si bien présenté ces deux ouvrages, à savoir Tayr el-Lil de Amara Al-Khous. Aussi, Je prononce bien édition, ça Voilà. va. Et un Vous y automne débrouillez. Et à un automne Miliana Miliana. de Rachid Ezienne. Merci beaucoup. À mardi prochain, j'espère. À mardi Pour prochain. d'autres découvertes Voilà. livresques. Merci beaucoup. Respiration musicale, restez avec nous. On va avec Hayat Zerrouq, Lehna. C'est tout ce qu'on souhaite.
On accueille Rahim Abdelaziz pour nous parler d'environnement et de sites naturels et historiques. Bonjour Rahim. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Ça va très bien, merci. Alors vous êtes venu nous parler ce matin du site antique de Borj Gdir, donc qui se trouve à Borj Bouarerij. On est toujours dans cette wilaya qui foisonne plusieurs sites. On est toujours au niveau des hauts plateaux. De la chaîne des monts de la Hadna. Voilà. Et Borj Gdir, c'est justement... Elle est au pied des monts de la Hadna et elle dispose également d'une cédrée. C'est une région des plus stratégiques qui relie toujours l'Atlas tellien à celui saharien. Borj Gdir fut naguère un établissement humain et elle se trouve en tant que point de jonction entre le sud, le Sahara, et le nord de l'Algérie. Oui. Le nord et plus particulièrement pendant l'Antiquité, c'était une plaque tournante entre le Limès romain et la province de Sitifis, Cuicule, et c'était aussi un établissement romain. D'où... On a plusieurs vestiges romains qu'on trouve sur ce site. C'était un établissement romain qui reliait le Limès, c'est-à-dire le Sahara algérien à partir de Mes'ad jusqu'au nord. Alors justement, dans cette wilaya, on a trouvé des objets qui remontent à la préhistoire, comme des armes en silex, des pointes de flèches ou encore des poteries. Et puis, il y a eu à l'époque romaine, donc au 19e siècle, si je ne me trompe pas. 19e, voilà. Donc il reste des vestiges qui témoignent de cette époque romaine. Le 3e siècle plutôt. Un monument qui existe à Borj Gdir et qui relate justement le passé antique de Borj Gdir. Oui, 3e siècle. Le 3e siècle. Donc à l'époque romaine, Borj Bouarerij s'appelait Tamoununa, vous le saviez? Oui. Et la ville était autrefois un fort romain et s'appelait Castellum Selens. Je trouve ça passionnant, tout ce qui est vestiges romains. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on y trouve? On a un monument funéraire qui datait du 3e siècle et qui est toujours debout. Et dont les propriétaires ne sont pas encore identifiés. Et c'est un site qui est livré quelque part à lui-même. Il demeure sans protection. Comment il s'appelle? C'est un monument funéraire qu'on aura l'occasion de voir. C'est une première. On n'a jamais filmé de près ce qu'on va regarder dans pas très longtemps. Donc un reportage extrait d'un très long reportage qui est en cours de réalisation, où on voit, c'est pas un mausolée, une sorte de c'est un mausolée. Très bien. C'est un monument funéraire dont l'âge remonte au 3e siècle après Jésus-Christ. D'accord. Donc vous y étiez. Qu'est-ce que vous avez trouvé d'autre? On a au niveau du jardin public de Borj Gdir, il y a plusieurs inscriptions romaines, des tombeaux funéraires de très bonne maçonnerie et qui sont exposés ça et là au niveau justement de ce même jardin public et qu'on peut visiter. Ils sont à la portée du visiteur. Très bien. Qui relate justement le passé antique de Borj Gdir et toute sa région. Borj Gdir, elle lie la Hadna Msila au nord de l'Algérie, à partir de Borj Bouarerij. Et une fois on est à Borj Bouarerij, on est au nord, c'est-à-dire au niveau de la côte. Salda, c'est-à-dire Béjaïa, ou Izilzili. C'est des haltes portuaires qui relient la Rome antique à l'Afrique du Nord. Tout simplement. Tout simplement. Rahim, vous allez nous faire découvrir ce site naturel extrait de votre documentaire qui est en cours de réalisation. Ça, on le disait, je vous promets une totale immersion dans le sud-est de Borj Bouarerij à la découverte du mausolée donc de Choumeissa, c'est comme ça que ça s'appelle? Choumeissa, des ruines romaines. On regarde. Au sud-est de Borj Bouarerij s'incruste tel un rubis la cité antique de Borj Gdir. El Gdir abrite de nombreux vestiges anciens. Reliant l'Atlas tellien à l'Atlas saharien, les Romains ont fait d'elle
une plaque tournante entre le nord sétifien et les Aurès. La ville de Borj Gdir est une ancienne cité dotée d'une riche histoire. De nombreux historiens et voyageurs l'ont citée. Il s'agit d'El Idrissi et El Bekri. Des sites antiques subsiste le mausolée de Choumissa. C'est en compagnie de l'archéologue Yassine Abbashi qu'on découvre cet imposant monument. Celui-ci demeure encore debout. Parmi les vestiges antiques de cette cité, on note la présence du tombeau funéraire de Borj Choumissa que l'historien français Stéphane Gsell a signalé. Il s'agit là d'un édifice de bonne facture ayant appartenu à un riche notable de cette région de l'Ghdir durant l'Antiquité. Il s'agit d'un tombeau funéraire constitué de 2 étages, construit avec des pierres de taille qui se superposent. Celui-ci a des côtés égaux. Encore debout, le mausolée de Choumissa est loin d'avoir révélé son propriétaire. Aucune inscription ne signale la famille romaine à laquelle est rattaché cet édifice. Sa restauration tarde à venir. Cette cité fut colonisée par les Romains dès le 1er siècle de l'ère chrétienne. Compte tenu de l'élargissement du Limes et son expansion, on signale aussi l'existence d'une cité romaine dans la bourgade de Zmala. Le parc de Borj Gdir abrite de nos jours de nombreux vestiges liés à la période romaine. Il s'agit de belles inscriptions en latin et surtout des sarcophages dont les bas-reliefs nous édifient sur les richesses de leurs propriétaires. Enfin, Borj Gdir et sa région constituent un site archéologique à ciel ouvert qu'il faut identifier. Voilà, donc le mausolée de Choumissa a une richesse archéologique. Qu'est-ce qu'on a trouvé à part ce mausolée? On a une végétation aussi qui est très abondante. Borj Gdir, tenez-vous bien, elle dispose de terres des plus fertiles au niveau de la région de Borj Bahrerij. Et elle dispose également d'importantes richesses hydriques. C'est pour cela que depuis l'Antiquité, elle a attiré des établissements humains, et notamment celui romain. Elle est à quelques encablures de Borj Bahrerij. Elle est aussi équidistante à celle de Msila, à la région de Msila. Ça veut dire qu'elle lie le nord de l'Algérie au sud de l'Algérie. Elle est située dans l'axe reliant le nord à Biskra. C'est une fenêtre ouverte sur aussi bien le Grand Sud algérien que les Aurès. Les Aurès, c'est-à-dire Lambèze, Timgad, Tevesta. Elle dispose d'un emplacement des plus stratégiques au niveau de cette partie orientale de l'Algérie. Des hauts plateaux. Merci Rahim. Alors on a justement eu un gros coup de cœur au niveau de la régie pour ce qui est des images en noir et blanc de Borj Gdir. On regarde tout de suite ces quelques images. Ça va arriver, je peux vous assurer que ça va arriver. Alors, donc c'est des images qu'on a trouvées sur la toile, Rahim. Donc Borj Gdir qui est situé à Borj Bahrerij au sud-est du pays. نبكي ونكتب ودموعي ميداد يا الورقة بك نسبب يسعد لي الميعاد يا الورقة بك نسبب يسعد لي الميعاد. Rahim, vous aimez le foot?
Vous aimez le foot? Je ne suis pas branché foot. Ah, vous n'êtes pas branché foot, d'accord. Plutôt sport collectif. Il y a Djbaili, le fameux joueur de Khanchla, qui est très connu. Khiari, oui. les anciens. Mais vous n'êtes pas branché foot du tout? Non. Non, pas du tout. Plus maintenant. Contrairement à toute l'Algérie, hein. C'est une industrie. L'industrie du forceps. Oui. وحدي باللي كان يا روحي وجواب روحي للعنوان كيف يعوضي ونوحي Vous êtes sûr que c'est bon? Oui, bien sûr. كيف يعوضي ونوحي وحدي باللي كان يا حمام عطيري وعلي ما تاكل. Donc, quelques images d'un match de foot, les premières images de Bordjordil qui ont été filmées avec une caméra, donc d'où la qualité de ces images. Rahim, merci beaucoup. On l'a compris, vous n'êtes pas du tout foot. Ah, Qu'est-ce que vous aimez comme sport plutôt? Le volleyball. Le volleyball, vous y avez joué? Quand on était à l'école. D'accord, très bien. Très bien. Mais jamais dans un club. Je sais. Je suis un fervent supporter des jeux collectifs, notamment le volleyball, la natation. Je sais que vous aimez la nature, vous aimez le camping, c'est ce que Yazid me dit. C'est vrai. Bon, D'accord, très bien. Merci Rahim Abdelaziz. On vous retrouvera, j'espère, mardi prochain. Découverte pour une autre découverte. On ira découvrir cette fois-ci les monts de Boutaleb, Jbel Boutaleb. Jbel Boutaleb, oui, ça on connaît. Ça céderait. C'est un biotope inégalable et malheureusement il n'est pas classé en tant que tel, en tant que parc. J'espère que ça va arriver. Hein. Grâce à vous, vous allez nous. Voilà. Très bien, merci beaucoup. À la place, à présent, notre rubrique Il était une fois dans le bonjour. Notre ami et journaliste collègue Sabrina Khaldechi nous a déniché un passage de Cédric Villani, grand mathématicien amoureux de l'Algérie, avec qui nous avons le plaisir de recevoir il y a quelques années sur ce plateau dans le Bonjour d'Algérie. Il a été distingué de la médaille Fields, l'une des plus hautes et prestigieuses distinctions en mathématiques. Regardez. Apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil. Exposé, il va s'agir donc d'une conférence grand public. C'est le public ici, bien sûr, l'élément le plus important du dispositif. C'est un plaisir de vous voir réunis aussi nombreux, vraiment. On voit dans cette histoire à la fois du côté de Laurent Schwartz, du côté de Wendelin Werner, de mon côté, l'implication, le rôle que vont jouer là-dedans ces médaillés Fields qui sont distingués. Donc tous les 4 ans, il y a un congrès international des mathématiciens au cours duquel on remet cette médaille au nom de la communauté. Elle est décernée par un jury qui est maintenu secret jusqu'à la promulgation des résultats. Toujours attribué à des mathématiciens de moins de 40 ans. Il y en a eu 53 depuis la création du prix. La France est l'un des pays les plus représentés dans ce palmarès, deuxième derrière les États-Unis. Et ces médaillés Fields jouent un rôle un peu d'ambassadeur de leur discipline, une sorte de rôle moral, une sorte de rôle d'exemple, et s'occupent d'animer des cérémonies, de donner des conférences pour spécialistes, des conférences pour grand public. Et c'est ainsi que ce sujet dont on est en train de parler, le prix Maurice Audin, à la mémoire de Maurice Audin, qui lui-même était mathématicien, va aussi s'inscrire dans toutes sortes d'activités menées au nom de la communauté mathématique. Exactement. Cédric Villani, distingué de la médaille Fields, l'équivalent du prix Nobel. On accueille notre première invitée, Fellah Belhassan. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Alhamdoulilah. Merci d'être parmi nous, d'avoir accepté l'invitation. Alors, je tiens à préciser que vous êtes directrice de la communication à la CNAC, donc la Caisse nationale d'assurance chômage. Une petite présentation peut-être? Oui, bien sûr. Alors, merci déjà pour l'invitation à ce plateau. Voilà, donc la Caisse d'assurance chômage, la CNAC, est un organisme de sécurité sociale qui est sous tutelle du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Donc, il a 3 métiers, dont un métier qui consiste à la création et l'extension d'activités pour les chômeurs âgés entre 30 ans et 55 ans. Voilà, nous avons un réseau national, donc nous sommes présents sur les 48 wilayats. Très bien. Voilà. Alors justement, on va parler des changements, vous parlez de la tranche d'âge, ça va jusqu'à 55 ans, on en parlera tout à l'heure. Mais justement, il y a une plateforme qui a été lancée, une plateforme numérique qui a été lancée, destinée aux porteurs
de projet et ça a fait un grand succès, ça a eu un grand succès. Tout à fait. Au fait, la plateforme numérique a été lancée en fin d'année l'année 2020. Donc, ça rentre dans le cadre de la simplification la simplification des procédures administratives, mais aussi c'était un besoin avec la pandémie de la Covid. Voilà. Donc cette plateforme, elle est au profit des porteurs de projets âgés entre 30 et 55 ans. C'est une plateforme numérique qui offre beaucoup de fonctionnalités aux porteurs de projets et notamment de transmettre via la plateforme les pièces qui constituent le dossier administratif et technique. Donc la plateforme, il peut y accéder, donc elle est disponible à travers le site web www.knack.dz dans la rubrique des services en ligne. D'accord. Alors quels avantages justement apporte cette plateforme de numérisation? On imagine qu'il y a moins de paperasse. Tout à fait. Un gain de temps extraordinaire. La plateforme a permis aux porteurs de projets de limiter leur déplacement vers nos infrastructures. Oui. Et grâce à cette plateforme, donc, le postulant s'inscrit dans cette plateforme en renseignant un formulaire qui lui permettra d'attacher sa pièce nationale. Donc le scan se fait aussi tout à fait, tout est en ligne. Tout à fait, tout est en ligne. Et par la suite, il y a lieu d'introduire un compte messagerie avec un mot de passe, mais qui doit être valide. Donc c'est vraiment une condition. Parce que cette messagerie lui permettra d'accéder à cette plateforme pour avoir un compte. Donc ce compte-là lui offrira la possibilité d'avoir un module spécifique qui lui permettra d'avoir un échange avec son conseiller animateur. D'accord. Voilà. Et combien justement de jeunes... Vous vouliez ajouter quelque chose? D'accord. Combien de jeunes entrepreneurs justement qui sont passés par cette plateforme? Depuis le lancement de cette plateforme, nous avons près de 5000 inscrits dans cette plateforme. Alors, cette plateforme a été lancée fin de l'année dernière, fin de l'année 2020. Octobre, novembre. Tout à fait, au mois d'octobre. D'accord. Voilà. Alors justement, d'ailleurs, pour mieux comprendre l'intérêt de cette numérisation des procédures au niveau de la CNAC, de cette Caisse nationale d'assurance chômage, je vous propose dans pas longtemps de suivre un reportage de notre journaliste Leïla Benalicha. Je ne sais pas si on l'a. Si on l'a, c'est tant mieux. Pour appuyer. C'est prêt. Très bien. On regarde. Avec sa nouvelle plateforme numérique, la CNAC permet aux porteurs de projets de s'inscrire, de déposer leur dossier et l'obtention d'un accompagnement nécessaire à la concrétisation de leur projet via Internet. Concernant les informations personnelles, on a le nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, adresse, diplôme, tout ce qui est. On a confirmé. On a confirmé la boîte email plus le mot de passe à l'utilisateur. On a chargement des pièces. On a chargement la pièce d'identité, carte nationale d'identité. À partir de cette plateforme, qui a le but, c'est-à-dire d'accélérer le processus de prise en charge des préoccupations des demandes des promoteurs et d'éviter le maximum des déplacements à nos agences et antennes. C'est-à-dire, c'est de donner une souplesse dans le traitement des dossiers des promoteurs qui veulent créer leur entreprise. Le porteur de projet âgé de 30 à 55 ans pourrait s'inscrire à distance via le site CNAC, déposer son dossier administratif et suivre toutes les étapes de son traitement jusqu'à validation de son projet. À partir de cette plateforme, le promoteur peut renseigner le formulaire d'inscription online et même d'insérer sa photo et de télécharger le récépissé de dépôt de dossier
sans qu'il se déplace. Il peut communiquer et échanger toutes les informations liées à tous les aspects concernant l'étude techno-économique avec son conseiller animateur. De même, télécharger et consulter l'étude technico-économique avant le passage au CSVF. Après validation de son projet par le comité de sélection et de validation et de financement du CSVF, il peut via l'Internet suivre toutes les étapes et l'état d'avancement de son projet, jusqu'à financement. Une fois le dossier envoyé est au complet, le conseiller animateur ou le chargé d'accueil en charge du dossier vérifiera la conformité des documents et là, le souscripteur pourrait télécharger l'étude technique et économique de son projet. L'initiative de cette plateforme numérique qui rentre dans le programme de la CNAC pour l'amélioration de ses services et l'allègement des procédures administratives pourrait faire l'objet d'un modèle pilote pour le reste des institutions nationales. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire. Une émission, on le rappelle, donc sponsorisée par Coral Peinture. Alors, nous le voyons, Fella Belhassen, donc reportage de Leila Benaïcha, qu'on remercie. Donc, allègement des procédures de la CNAC. La CNAC se modernise ses services. Est-ce qu'on peut avoir une idée des caractéristiques des personnes qui ont déposé leur dossier, des 5000 souscripteurs? Voilà, donc alors les personnes qui peuvent s'inscrire à cette plateforme, donc c'est des porteurs de projets qui sont en situation de chômage. D'accord, c'est très très important, c'est-à-dire que votre dossier peut être rejeté une fois l'inscription faite. Si par exemple vous êtes affilié à la CNAS, ça va être automatiquement rejeté, étant donné que nous faisons une vérification lorsque vous renseignez notre formulaire. Donc sans emploi, âgé entre 30 ans et 55 ans et de nationalité algérienne. Encore un point, il ne faudrait pas aussi avoir bénéficié d'un dispositif d'aide à la création de la micro-entreprise. D'accord, donc c'est pour de nouveaux porteurs de projets qui n'ont jamais sollicité aucune aide financière de l'État. Financière de l'État à l'effet de créer leur entreprise. C'est très clair. 4 points, donc sans emploi, âgé entre 30 et 55 ans, de nationalité algérienne et ayant bénéficié d'aucune aide financière. Alors, en matière d'accompagnement, est-ce qu'il y a aussi des améliorations également? Tout à fait. Au fait, la Caisse nationale d'assurance chômage mise sur le fait d'accompagner ces porteurs de projets. Donc nous avons cet accompagnement en matière de coaching, nous avons la formation qui est obligatoire pour le porteur de projet, notamment dans le domaine de la gestion de la micro-entreprise. Et vous avez aussi les avantages que nous donnons en matière avantages fiscaux et financiers par rapport au PNR et un prêt bancaire à taux bonifié 100%. Génial. C'est une aubaine. C'est une aubaine, c'est une très très bonne chose. Alors, parlons des femmes. Les femmes. Au fait, nos statistiques montrent que les femmes commencent à se rapprocher de nos structures à l'effet de créer leur micro-entreprise. La courbe, vraiment, elle est en hausse par rapport aux années précédentes. Oui. Donc, l'entrepreneuriat féminin fait un boom en ce moment. Nous l'avons constaté notamment par rapport aux journées portes ouvertes, les journées de sensibilisation, les salons d'exposition femmes, c'est-à-dire que nous avons organisé des salons spécialement pour des femmes entrepreneurs qui ont bénéficié de notre dispositif et ça a créé un déclic chez
d'autres femmes qui se disaient ah oui, pourquoi pas nous, pourquoi nous pas aussi, moi. on va se lancer. Tout à fait, tout à fait. D'accord, c'est une très bonne nouvelle en tout cas. Comme quoi, tout ce qui est sensibilisation, eh bien, a porté ses fruits. Je vous remercie. Fela Belassen, merci. Donc, je tiens à préciser que vous êtes directrice de la communication à la Caisse nationale d'assurance chômage. Et je vous propose à présent de suivre l'instant prévention avec ce spot pour nous rappeler encore une fois les gestes barrières qui peuvent sauver des vies. En regarde. Place à notre rubrique pédagogie avec Fela Abras. Bonjour Fela. Bonjour Nour. Comment ça va? Alhamdoulilah, vous êtes rayonnante. Merci. Vous nous avez manqué la semaine dernière. Vous étiez en tournage? Oui, j'étais en déplacement. En déplacement, en formation il me semble. Oui, une petite formation. Alors, ce matin, vous êtes venu nous parler de l'apprentissage par cœur des enfants à l'école. À l'école, voilà. En fait, quand apprendre par cœur, que signifie apprendre par cœur? Pourquoi on parle apprendre par cœur? On associe le cœur. Parce que tout simplement, jadis, au Moyen-Âge, les gens pensaient que le fait d'apprendre, on apprenait quelque chose, c'était le cœur qui était associé à l'apprentissage. Le parcourisme. Pour quelle raison? Parce que le rythme cardiaque augmentait et on pensait que la mémoire et l'intelligence se centraient au cœur. On ne savait pas que c'était la mémoire, c'était au niveau du cerveau. Et par la suite, sachez que nous avons quatre genres de mémoire. Nous avons la mémoire de travail à court terme, la mémoire explicite, implicite, et puis la mémoire qui verbalise. Et puis avec le temps, on a su, avec le langage commun, apprendre par cœur, on va essentiellement à la récitation, réciter quelque chose, apprendre par cœur et répondre en fait, répéter ce qu'on a appris à l'école. Et dans les sociétés sans écriture, jadis, il fallait apprendre par cœur parce qu'on n'écrivait pas. Il fallait retenir les recettes, les mythes, les légendes, les comptines, les chansons et puis les proverbes. Ce qui fait pour préserver le patrimoine qu'on avait, parce qu'on ne savait pas encore écrire, parce qu'on n'avait pas l'occasion d'écrire, on n'avait pas, on va dire, la peau de vache ou la peau d'animal pour écrire dessus. Il fallait apprendre en fait compte par cœur et retenir ce qu'il fallait retenir et pour conserver d'abord et puis transmettre aux générations montantes. Par la suite, avec l'écriture, on va parler maintenant du système d'éducation d'une manière générale et puis celui en Algérie. À travers le monde, les gens apprenaient. Ils ne faisaient qu'apprendre et réciter et répéter. Est-ce qu'ils comprenaient ou pas? On ne le sait pas. Mais quand certains élèves ne comprenaient pas, ils répétaient, ils faisaient que répéter et c'était quelque part un exercice qui était assez dur parce que si on ne comprend pas, on ne retient rien. Alors, dans les années 50, aux États-Unis, il y a eu une réflexion cognitive. C'était la révolution cognitive qui faisait appel, ils avaient dit les behavioristes, en fait, ceux qui s'intéressaient au comportement, il fallait comprendre et ne pas apprendre. Le système d'éducation à travers le monde avait changé dans les années 50, d'abord aux États-Unis et par la suite à travers le monde en Europe. L'Algérie par la suite, on va parler de l'Algérie. En fait, quand le système d'éducation en Algérie, il y a beaucoup de récitation, il faut qu'on apprenne beaucoup de choses. Est-ce une bonne chose pour les élèves? Oui et non. Il y a certaines choses qu'on doit apprendre. Par exemple, la table de multiplication, le nombre de wilayas, les dates phares de l'Algérie, par exemple, la révolution algérienne, l'indépendance. Oui, c'est des dates qu'on doit retenir. Mais l'histoire, tout ce qui est... L'histoire en général, on doit la retenir. Quelques dates, parce qu'un enfant, on ne peut pas lui donner un tas de nombres, parce que c'est des chiffres pour lui. Mais simplement, l'apprentissage par cœur, quelque part, il va
en fait, compte limiter l'enfant. Pour quelle raison? Il ne va apprendre que ce qu'on lui dit, ce qu'il y a dans le livre, à l'école. Et ça va le limiter. Il n'y avait pas de recherche. Internet n'existait pas dans les années 70, ni dans les années 80. Il y avait le système informatique, c'est-à-dire il y avait le stockage. On pouvait écrire, retenir, laisser nos informations dans une boîte, en fait, compte intelligente, technologique. Mais simplement, apprendre par cœur est devenu en fait compte un tabou quelque part. Chez nous, on apprend toujours. Un enfant, est-ce qu'il pourra apprendre à répéter quelque chose qu'il n'a pas compris? Ça, c'est très, très, très mauvais. Par exemple, réciter, on va dire, Shi'run pour un enfant de première année primaire, c'est très difficile pour lui parce qu'il va répéter, certes, mais ce qu'il a compris. Qu'est-ce qu'on va apprendre par cœur? On apprend ce qu'on a compris. L'essentiel, le plus important pour les parents et pour les enseignants, c'est de faire apprendre à leurs enfants quelque chose qu'ils vont d'abord comprendre puis retenir. Par exemple, si on prend le Saint-Coran, je ne pourrai jamais apprendre le Saint-Coran si je n'ai pas compris le verset coranique et la surah. Et puis, dans le Saint-Coran, on dit la psalmodie du Saint-Coran, parce que ça prend on va dire, il est chantonné. Psalmodier, le fait de le psalmodier, ça va renforcer déjà la mémoire, et puis on apprendra plus vite. Qu'est-ce qu'ils retiennent? En général, les enfants, ils retiennent. Si c'est un conte, ils vont le retenir parce qu'il est intéressant. Oui. Si c'est une chanson, ils vont la retenir parce qu'il y a une musique. Alors, pour faire apprendre à vos enfants quelque chose, c'est très simple. Donnez une certaine musique à l'histoire ou au conte. Et puis si c'est l'histoire, on va dire la géographie, il faudrait simplifier le cours pour l'enfant. Comme ça, il va retenir. Sinon, il n'apprendra rien. Les choses sont en train de changer graduellement, que ce soit ici ou ailleurs, dans les pays où la récitation faisait partie du cours, en fait. Ça va changer graduellement, c'est que l'enfant doit absolument comprendre et ne pas répéter, comme on dit d'une manière générale, comme un perroquet. Voilà, oui. C'est ça la révolution, en fait, qui s'est passée dans le monde, et maintenant, actuellement, on y va doucement. Un enfant, d'une manière générale, pourra répéter par cœur ce qu'il a appris, mais est-ce qu'il a compris? C'est ça le hic. Et qu'est-ce qu'on va retenir en grandissant? Apprendre sans comprendre, là, il suffit que l'enfant oublie un mot pour perdre tout le fil de la phrase. Effectivement. Et ça se transforme en bobard, clairement. Effectivement. Mais il y a des choses qu'on doit apprendre par cœur, par exemple l'étape de multiplication, les règles de la grammaire, le vocabulaire, quand ça doit prendre un X, quand ça doit un mot qui se termine avec AL, quand il devient au pluriel avec AUX, par exemple, et d'autres exceptions, que ce soit en arabe ou en français, en fait. Alors justement, la conjugaison, c'est très compliqué pour les enfants. C'est très compliqué quand c'est en français, hein, oui. Parce que c'est la langue la plus compliquée, je pense. Mais sinon, en arabe, c'est assez simple si on s'y met. On pourra retenir ça, c'est des choses à apprendre par cœur. Mais par la suite, est-ce qu'il faut emmagasiner, est-ce que le cerveau de l'enfant devrait emmagasiner toutes les chansonnettes qu'on apprend à l'école? Je ne pense pas. Il faudrait laisser un peu d'espace pour qu'il apprenne d'autres choses qui lui serviront dans la vie. Et puis ça développe aussi beaucoup la mémoire. En parlant justement d'apprentissage, ça se dit parcourisme, le parcourisme? Oui, ça se dit. C'est un mot qui ne se trouve pas dans le dictionnaire, oui. Mais qui se dit. Qui se dit, très bien. On va regarder une courte vidéo sur les méthodes, les règles à avoir pour à donner à votre enfant justement pour apprendre par cœur la conjugaison. On revient juste après. O-Z-O-N-T O-O-S-O-O-N-S O-Z-O-N-T E-S-E-S-E-T E-S-S-O-N-S E-S-S-O-Z E-S-S-O-N-T E-S-E-S-E-T E-S-S-O-N-S E-S-S-O-Z E-S-S-O-N-T S-S rien S-S rien O-N-S O-N-S O-Z-O-Z O-Z-O-Z O-N-T O-N-T. Le parcourisme avait changé quand même. On n'apprend plus par cœur dans les écoles,
Ça a changé, mais simplement, comme on vient de le voir maintenant, c'est avec une chansonnette qu'on peut apprendre en fait, contre les temps qu'il faut justement, adopter. avec la mélodie en tête, on peut se rappeler de la terminaison des mots. On peut se rappeler, et c'est une très très bonne méthode, que ce soit au primaire, au CEM et au lycée. Une personne adulte à l'université, elle pourra trouver sa méthodologie pour apprendre le cours, pour le retenir, mais simplement avec une chansonnette. Je rappelle très bien, au cours de philosophie au lycée, le professeur nous avait donné un rythme pour qu'on puisse retenir ce qu'il fallait retenir pour que le jour du bac, si c'est le cours qui va tomber, ce sera le cours concerné, on pourra se rappeler, et c'était une très très bonne manière à retenir. Le parcourisme, alors je répète, c'est très important pour certains éléments, comme la table de multiplication, les règles en fait de conjugaison, premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, mais simplement sachez qu'il n'y a pas d'apprentissage par cœur sans compréhension. Il faut d'abord que l'enfant comprenne. Il ne pourra jamais apprendre quelque chose qu'il n'a pas compris au préalable. Alors, on imagine qu'il y a des aspects négatifs, positifs, avantages et inconvénients. Oui, bien sûr. En tout cas, d'une manière générale, on avait dit qu'il faut faire appel à d'autres éléments cognitifs tels que la compréhension et l'intelligence, et puis la recherche. Si un enfant, par exemple, il va retenir un cours, il va le retenir et le reprendre par cœur, si on veut, quand il fait sa propre recherche. Mais s'il va se limiter au cours de l'école, non, pour lui, c'est une obligation, c'est un devoir d'apprendre. Mais s'il fait une petite recherche, il se sentira responsable, il assumera une grande responsabilité, ce qui fait il va apprendre par cœur parce qu'il va retenir par lui-même. C'est lui qui a fait la recherche, et c'est une mémoire visuelle. Mais sinon, apprendre par cœur le tout, je me dis quelque part, c'est rembourrer en fait contre la mémoire d'un enfant avec des chansonnettes. Peut-être qu'il ne va jamais se rappeler de ces chansonnettes. D'une manière générale, on se rappelle, par exemple, si on prend quelques dessins animés de notre jeune âge, je prends par exemple Granny Diesel ou autre, je ne me rappelle pas de tout en fait compte, on se rappelle du générique parce que ça nous a marqué, c'était répétitif. Et on avait compris, on a été attiré par quelque chose. Quand il y a une mélodie derrière quelque chose, on apprend plus vite et plus rapidement. Merci Fala Abraz. Alors, est-ce que ce qu'on doit faire, il y a des enfants qui n'aiment pas apprendre, qui sont réfractaires au moindre apprentissage par cœur. Là, je pense qu'il y a toute une méthodologie qui va être derrière. C'est-à-dire, en fait, quand c'est le travail de l'enseignant, mais des parents. Il faudrait que l'enfant, par exemple, on lui répète le cours, on lui apprend, on va schématiser l'enfant, d'une manière générale, les enfants, ils ont une mémoire visuelle. Il faudrait schématiser, je me dis, d'une manière générale, c'est très bien d'avoir un tableau à la maison. Si on n'a pas, c'est pas un problème. Prenez une feuille blanche, visualisez, c'est-à-dire, en fait, quand on va tout schématiser, tout le cours, et puis l'enfant aimera et l'histoire et les géographies, tout ce qu'il y a à apprendre, que ce soit la science. C'est une question de schématisation du cours, et par la suite, il va retenir. Donnez-lui la possibilité d'être lui-même professeur à la maison. La maman ou le papa fera l'élève, il va répéter. Le fait de répéter, c'est la répétition, compréhension et répétition, il va retenir son cours. Ce ne sera pas un enfant, on va dire, robot qui va répéter sans comprendre, mais simplement, il va simplifier le cours d'une manière générale, c'est-à-dire après la maman ou le papa, il va refaire le cours, il va comprendre, apprendre et retenir jusqu'à un âge, même puis sans le savoir, il va quelque part hiérarchiser chaque information et l'ordonner dans sa tête pour pouvoir l'expliquer aux parents qui demandent les explications. Voilà, ça donnera en fait l'occasion à l'enfant de s'exprimer oralement et puis reprendre par la suite ce qu'on a compris, l'enfant doit le réécrire. Au-delà de l'expression orale, c'est-à-dire il va répéter le cours, répéter et répéter, bien sûr avec compréhension, et puis deuxièmement, s'il va réécrire son cours, en fait, faire des petits résumés, c'est là qu'il va retenir, parce que c'est lui-même qui a réécrit un cours avec ses propres mots. Il faut bien sûr corriger pour qu'il n'y ait pas d'erreur, mais simplement compréhension, répétition, on peut apprendre. C'est vrai, apprendre par cœur quelque part, c'est pas bien, on va dire entre guillemets, mais c'est pas réellement une très bonne chose. Mais il y a certaines choses, certains éléments de la vie qu'il faut qu'on sache calculer, savoir conjuguer, la table de multiplication, par exemple jouer avec un enfant si on est en route, revoir si on voyage par exemple en Algérie à travers notre grand pays, il y a 48 wilayas, apprendre par exemple les immatriculations des véhicules, chaque véhicule il a sa numérotation et ça c'est très important, il va retenir, mais c'est ça, durant un voyage, l'enfant peut apprendre. Et le fait de revoir les mêmes choses, il apprendra graduellement. Je répète que les enfants ont une mémoire d'une manière générale, une mémoire visuelle. Il faut tabler sur ça. Visuelle et auditive. Et puis donc ça a un rôle
le parcourisme a un rôle énorme dans la mémoire. C'est vrai qu'on nous a chargé quand on était petit à vouloir apprendre des textes entiers, des chapitres entiers, alors qu'on était tout jeune, on n'avait pas forcément envie de le faire. Et finalement, ça nous a servi. Ça nous a servi, oui, effectivement. Emmagasiner plein d'informations sans le savoir et les recracher. Par la bien. suite. Merci beaucoup, Fela Abraz. Merci. On vous retrouve mardi prochain, j'espère. Quant à nous, bien, respiration musicale, on revient juste après. وضحى كل حد منهم يطلبك شقيل رايق القصد كلهم نار القصد كلهم نار انت المنشعر راس الشمعة بدل اللهيب مزباج حاشا يخيب من يحصل ضمه كريم الكرامة يتنفرج يستعصب بيك الود ينجح وينحفظ من يستعصب بيك يا الوهاب سيدي انت المنع وانت المعطي اذا جهلت انا من فرطي اذا وجدت من صيف شرطي وصيف مخطي الكثير على الدوام واجد وجاب نور ستر كبير 13 ساعة اللي استجب سؤال سيدي يقرب عبده غالي ما يكون محتاج حاشا يجيب من يحسن ضمه بيك يا كريم الكرامة يتنفرج الحمد ليك يا ربي دونك ما كان حد غلب الحمد ليك يا ربي دونك ما كان حد غلب العبد الحزين يخاف ويخشى عذاب قبره يموت ويرشى ليك يا ربي دونك ما كان حد غلب العبد الحزين يخاف ويخشى عذاب قبره يموت ويرشى لا ينفع من غيظ وشاف يوم دهشة العبد ما ينال من العبد في دنيته فاهم إلا بأذنك يا من عن سري رقيب شاهد يفرح من يسعد حاله يفرح من يسعد حاله أعداد همته وطلع نجمه في خيار الضاج حاشا يخيب من يحسن ظنه بيه كريم الكرامة يتنفر ما كتمت ودسيت انت عليك رقاب جميع ما كتمت ودسيت انت عليه رقاب تعلم ما كتمت سمايم قلبي ما نميز عاد مخبي لا تحفيني يا ربي بسوء ذنبي الضعيف بحالي ويكونوا مشان
وعدو ما ينقص عليه عاد ويسلكوا منه حاله دونك كامل سلكت الخالي من الظل حشايخ اللي يحسن ظنوا فيك يا كريم الكرماء يتنفر. Le grand Hadj Mohamed Al Anqa, grand homme, transition toute faite pour accueillir nos deux derniers invités. On avait hâte, ça je peux vous l'assurer. Mohamed Fethani, chanteur de Sha'bi, et Amin Ouslimani, percussionniste. Bonjour à vous. Bonjour madame. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Merci d'être avec nous. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes donc chanteur Mohamed. Oui, Fethani Mohamed Arab. مؤدي الأغنية شعبي. Oui. أنا انتربريت. Oui. Bon, على كل حال مازال تلميذ إيلاف للدوك في كونسرفاتوار ومازال نتعلم. D'accord, donc vous n'avez pas choisi le chemin classique des chanteurs Sha'bi. Généralement, ils apprennent sur le tas. Ils sont coachés par les anciens, mais vous avez décidé de passer par un conservatoire. Oui, lequel? كونسرفاتوار الضالجي. Oui. كانت بكري المدرسة العنقوية دوك اللي راهي سماوها على عمر الزاهي ربي يرحمه. الله يرحمه. يعني بديت صغير تما، كان عندي 12 كان الاب ديالي هو اللي داني الكونسرفاتوار فوالا تما بديت دوكا تجوزت 13 سنه كونسرفاتوار. مام امين كنا كيف uniquement dans le style Sha'bi ou dans d'autres styles? Uniquement Sha'bi. Bon, j'ai fait l'Andalou chez الحاج محمد ربي يرحمه. بون تلاقيت مع بليزيور شيوخ تما، تلاقيت مع دحمان بن طالب تانيك ربي يطول في عمره. Bon, c'était des gens qui m'ont يعني وراو لي لاروت تما كيفاش باسكو كيما قلت من قبل افون شغل بوكو بلوس لي جون شغل كانوا يخيروا يتعلموا الشعبي هكذا برك. وي مي سا شونجي شغل مليح تدخل دير كيما لا ميوزيك كلاسيك كيما الاندالو ما نقولكش يلزم مليح بنادم يدير ما يتعلمش غلط باسكو لو اسمو الشعبي واش فيه يعني فيه لو كلاسيك فيه القصيد فيه الحوازه يعني بنادم يلزم يجوز على الكلاسيك باش savoir innover peut-être pourquoi pas voilà pour innover pour enrichir le bagage bien sûr يكون عنده un bagage. Alors vous deux justement Mohamed Fethani ainsi que Amin Ouslimani, vous faites partie quand même de cette nouvelle génération, de la relève de la scène artistique musicale algérienne, la génération des nouvelles générations des adeptes du Sha'bi. Mais comment définiriez-vous votre style? C'est du Sha'bi traditionnel ou vous avez décidé d'apporter quelques modifications? Pour apporter quelques modifications, je pense pas. Le Sha'bi شغل كيفاش نفهم سي لو كان نسيو نبدلو ça sera شغل un tabou pour le public. شغل le public تاع Sha'bi il est exigeant. On n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas droit à l'erreur. C'est pour avoir باش تجيب زعما عفسه جديده وياكسبتي ويكون عندك القبول سي تري ديفيسيل. انا دابري مون اوبينيون ما صعيبه بزاف. ماذا بينا ثاني يكون الدعم يعاونونا باش نخدموا. Bien sûr. بالك. Alors j'espère que vous n'avez rien contre le néo Sha'bi qui a aussi ses adeptes. بزاف ناس يحبوا le néo Sha'bi. Il y a par exemple ce que faisait le regretté Allah yarhamou Kamel Messoudi. Il faisait de très belles choses. Il est arrivé quand même à changer quelque chose dans le Sha'bi traditionnel. Il n'a pas changé. Il a apporté quelque chose. Quelques modifications, oui. Bon, Kamel Messoudi Allah yarhamou تسمى اور تسمى لي ستوديو قدامنا شغل يلانيمي دي فات قدامنا. Il faisait ça à l'ancien تسمى يغني شعر هكذا وشغل سيتي parmi les premiers شغل اللي خير هذاك لو ستيل شغل كلاسيك ولا جيتار هكذا ولا شونسونات. Avant, il y avait qui m'a محبوباتي الله يرحمه شغل سي لوي كي لا دوني لاسبي هذاك الروح تاع لا شونسونات في لا ميوزيك شعبي. Tout à fait. محبوباتي الله يرحمه سي لوي كي. كان ثاني دحمان الحراشي اللي نترحموا عليه بالمناسبه. مام اليوم ان شاء الله حنأدي اغنيه لدحمان الحراشي الله يرحمه. hommage à Dahman al-Harrachi. hommage pour lui. Voilà, هذه هي. Merci beaucoup. Alors justement, vous êtes passé dans l'émission phare de Canal Algérie قهوة ولا تاي. قهوة ولا تاي مع شيخ سيدي علي دريس اللي كان استضفنا ديجا. Vous étiez en très très bonne compagnie, ça je peux vous l'assurer. On regarde cet extrait, on revient juste après. درت السيادي فايد الرسول الهادي وما يصرخوا قيادي
الفدا عصر الشهداء الخير البدا سيب أهل الشقا تريع وجدد في زيارة السياد أهل النور الساني لشرف الحسنين طالبكم ضيف الله صارخونا يا للحسن من يقصدكم حاشا يخيب يا للبيت العدناني لشرف الحسنين الصباط نعم القمرين الشارقين نعم الصباط نعم القمرين الشارقين لي ودهم مولاهم على الخلايق اصطافاهم وجميع كل خير اعطاهم التهامي زون ياميد واسقامي نور المقلات من عليهم صلات ملايك العلا والانس والجاني لشرف الحسنين طالبكم ضيف الله صارخونا يا للحسن من يقصدكم حاشا يخيب يا للبيت العدناني لشرف الحسنين صارخوني يكمل قصدي في حين لله صارخوني كمل قصدي في حين زاودت في البتول الزهراء وعلي إمام سيف النصرة وزواج نبي والعشرة نبغي سراح يسري وغنى فقري وطب كسري يسعد ونفوز بالمزيد. On l'attendait avec impatience depuis le début de l'émission. Je peux vous assurer que toute la régie, eh bien, ils sont nombreux à être fans du Shabi. Représentation sur scène, je vous laisse regarder. خليوني وخليوني مع رايي خليوني لي حبل بدا يتعب علاش هكذا تكويوني خليوني خليوني مع رايي خليوني لي حبل بدا يتعب علاش هكذا تكويوني القلب يا ناسي دا يحب ما يبقى له تدبير لاش تلومو هيدا غضب معذور ماهوش بخير خليوني وخليوني ما يشقاش تكويوني خليوني وخليوني مع رايي خليوني لي حب لابد يتعب علاش هكذا تكويوني القلب يا ناسي دا فرح ما يتغير للغير يرجع كل وردة في السطح ولا في جنان كبير خليوني وخليوني راني زاهي خليوني خليوني وخليوني مع رايي خليوني لي حب لابد يتعب علاش هكذا تكويوني
حزن غرق في وسط البير، حالته في حالة إذا نغبن ما صاب كيفاش يدير. خليوني وخليوني راني زاهي، خليوني خليوني وخليوني مع رايي، خليوني يحب لابد يتعب علاش هكذا تكويوني. خليوني وخليوني مع رايي، خليوني يحب لابد يتعب علاش هكذا تكويوني. القلب يا ناسي دبكى العقل معاه يحير، والقلب يا ناسي لا اشتكى تقول شي يعطيك تفسير. خليوني وخليوني الله يهديكم خطيوني، وخليوني وخليوني مع رايي، خليوني يحب لابد يتعب علاش هكذا تكويوني. دير العقار يا ساقي وسقيني، واجل الغيار بالشرب ويحييني. في ذا النهار زارني ضايع عيني، زارني غزالي واجل سقوبالي كما القمر يضوى. نحد الشراب عن خدي من هوا، نحد الشراب عن خدي من هوا. زرني الحبيب نوقيم له حضرة، من كل طيب وكيوس من الخمرة. ذاك الرقيب بايت على برا، قم يا موالي وسقي غزالي بكاس من يروى. محل الشراب عن خدي من هوا، محل الشراب عن خدي من هوا، محل الشراب عن خدي من هوا، محل الشراب عن خدي من هوا. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci à Mohamed Fethani et à Amin Ouslimani, percussionniste et chanteur Shabi, magnifique duo qui est avec vous en direct de Canal Algérie pour votre Bonjour d'Algérie. Malheureusement, c'est la fin de l'émission, c'est passé très très vite. Une émission sponsorisée par Coral Peinture. Merci à vous, chers invités, à nos invités, à nos rubricards, ainsi qu'à toute l'équipe de la régie numéro 7 qui a contribué à la réussite de cette émission, qui est au plus près de vous, où que vous soyez. Demain, c'est Emel Almi qui sera aux commandes de l'émission. Excellente journée à vous avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie. Très bonne journée, portez-vous bien.